Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 104. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je prends un moment, on enregistre cet épisode, c'est la fin de semaine et ma fille vient enfin de quitter avec sa grand-mère. Et je dis enfin parce que, pour ceux qui ont des enfants, vous savez c'est quoi quand t'as planifié quelque chose, tu t'attendais à avoir X nombre de temps seul, et là, il y a une crise, et là, la crise, c'était autour du fait qu'on défaisait sa tresse, et elle était inconsolable, et même si on avait tout un tas de trucs pour essayer de lui sortir ça de la tête, là, on commençait tranquillement à perdre patience, et finalement, j'ai réussi à amener tout le monde dehors de la porte et me voici enfin avec vous parce que j'avais cet épisode qui avait envie de sortir et voilà, j'attendais un moment opportun pour l'enregistrer. Donc, je suis en train justement de reprendre mon énergie et c'est super à propos du sujet dont on parle aujourd'hui parce que je voulais justement parler de cette fameuse question de l'introversion en entrepreneuriat. Parce que, pourquoi je dis cette fameuse question, c'est que j'ai l'impression que j'étais dans un groupe récemment et puis la conversation est venue sur le sujet de comment tu fais pour réussir quand tu es un introverti, hein? Ou comment tu fais pour faire du marketing quand tu es un introverti. Puis dans ma tête, c'était comme c'est tellement un non-problème. Puis là, je veux pas dire ça pour minimiser le sentiment de devoir travailler pour ces choses-là quand on est un introverti, mais je voulais qu'on adresse ce mythe-là que l'entrepreneuriat est plus facile ou du moins plus adapté pour les personnalités extraverties parce que c'est complètement faux. Puis la preuve que c'est pas niaiseux, un petit fun fact, mais avant même de lancer Aime ta marque, j'avais acheté un nom de domaine qui s'appelait Introvert at Work, donc introverti au travail. Et j'étais persuadée qu'il y avait une niche là à explorer, puis j'allais faire quelque chose de bilingue, tu sais, de voir comment on allait pouvoir améliorer, dans le fond, l'aisance des introvertis quand il est question de parler de salaire, etc., etc., parler de, tu sais, avancer professionnellement, créer des bonnes connexions. Mais au fur et à mesure de mes lectures, au fur et à mesure de ce que j'apprenais sur l'introversion, sur le leadership, sur le marketing aussi, sur les relations interpersonnelles en contexte professionnel, plus je sentais que c'était un espace limité. Je sentais dans le fond que l'impact à avoir simplement à ce niveau-là était faible quand on considère que, encore une fois, c'est pas un problème en soi. Puis je pense que ça ouvre cette conversation autour de une certaine notion qu'il y aurait une hiérarchie entre introversion et extroversion, puis dès qu'on apprend juste un petit peu à propos de ça, on voit que c'est pas le cas. Par contre, ce que ça va ouvrir comme conversation, c'est la définition ou la conception qu'on a de l'entrepreneuriat. Hein? Qu'est-ce qu'on considère que d'être un entrepreneur à succès représente. Et si vous savez c'est quoi la mission d'Aime ta marque, vous allez voir, c'est plutôt dans cette direction-là vraiment que moi j'ai décidé de m'intéresser parce que c'était plus une question
de personnalité ou de même caractéristiques psychologiques, mais vraiment de la posture qu'on prend par rapport à celle-ci dans la compréhension qu'on a des dynamiques professionnelles. Donc, la première chose que je voulais, justement, le premier point que je voulais faire, c'est à quel point l'introversion, c'est un non-problème, parce que je pense que ce qui arrive, c'est que souvent, les gens vont confondre introverti avec timidité ou introverti avec être réservé. Alors que l'introversion en soi, puis je suis sûre que si vous écoutez ça, vous connaissez cette définition-là parce que probablement que vous l'avez déjà entendue, mais l'introversion ou l'extroversion, c'est juste une façon de recharger son énergie. Hein? C'est juste une façon d'évoluer dans le monde qui fait qu'il y a certaines choses qui vont nous drainer plus que d'autres. Et les personnes introverties, ben elles sont plus introspectives, hein? Elles vont regarder vers l'intérieur, elles vont ressentir beaucoup, se questionner beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi leur énergie, leur batterie va se recharger dans la solitude. Donc, on a besoin, puis encore une fois, je pense que vous avez compris, je suis une introvertie à fond. On a besoin de solitude pour se recentrer, pour se sentir en contrôle, pour recharger notre énergie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'être avec du monde puis qu'on n'aime pas socialiser? Non. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on est devant un public, on perd les pédales et puis on devient tout rouge? Non, ça c'est de la timidité. Est-ce que ça veut dire que si on est dans un groupe de personnes, on va pas aller parler aux gens? Non, ça c'est d'être réservé. Donc l'introversion, c'est cette caractéristique d'introspection-là et le fait de se recharger dans la solitude et d'accepter ou d'avoir besoin de la solitude pour se recentrer. Et je vous dis ça par rapport à être réservé puis la timidité parce que moi, personnellement, tu sais, puis là, j'ai pas lu toutes les recherches là-dessus, il y a peut-être une plus grande propension de personnes introverties qui ont également le trait de caractère d'être timide ou d'être réservé. Moi, personnellement, j'étais une personne extrêmement timide quand j'étais enfant et c'est sûr que, tu sais, c'est renforcé par le fait que j'avais besoin de cette solitude-là puis de tout ça, mais c'est définitivement quelque chose que j'ai travaillé avec le temps, tandis que j'ai pas travaillé mon introversion pour être plus extrovertie. J'ai travaillé ma timidité pour être plus à l'aise dans les contextes sociaux, pour être capable de mieux gérer mon énergie, justement, mais ça fait que cette timidité-là, qui était là peut-être un peu plus naturellement quand j'étais plus jeune, ben c'est plus vraiment un frein à la façon dont j'interagis ou mes relations que j'ai aujourd'hui ou les défis que je me donne, etc. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire parce que je pense que souvent, quand on pense à introversion ou quand on s'identifie comme introverti, on pense que ça vient avec un problème de connexion aux autres ou d'inhabileté à socialiser ou que c'est plus difficile pour nous de socialiser alors que c'est faux. L'autre chose aussi, quand je vous parlais du fait que je pense qu'il y a une définition un peu désalignée de l'entrepreneuriat, c'est que naturellement, quand on pense à l'entrepreneuriat, puis on a l'impression que les personnes les plus populaires, c'est les personnes qui réussissent le mieux, qu'elles se font ouvrir toutes les portes, qu'elles ont des milliers et des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Ben, c'est drôle, hein, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas une game de popularité. Puis ça, je pense que ça a été prouvé encore et encore avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux entre les métriques et les résultats. Tu sais, moi, personnellement, j'aime me vanter d'avoir des communautés très, très petites et quand même être dans les multiples 6 chiffres avec mon entreprise, tandis qu'il y a des gens, et je le sais parce que parfois elles ont été mes clientes ou parfois genre j'en ai entendu parler dans d'autres cercles, ils ont des 10 000, des 20 000 et plus abonnés sur Instagram ou sur LinkedIn, mais ont de la difficulté à monétiser cette audience-là. Donc, popularité,
en entrepreneuriat, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de résoudre des problèmes. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas une game de popularité, c'est une game de résolution de problèmes. Et quand on switch cette perception-là sur ce que c'est de faire des affaires, ben là, on voit que qu'on soit introverti ou extroverti, il n'y a pas de différence, mais aussi même qu'en tant qu'introverti, on a des avantages. On a des atouts qui sont particulièrement utiles dans la game entrepreneuriale. Puis là, c'est ça que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. Hein? J'en ai listé quelques-uns ici. Et je voulais commencer justement avec juste mettre la table avec qu'est-ce que c'est l'introversion. Mais là, maintenant, pourquoi est-ce que l'introversion, c'est un atout entrepreneurial? Puis ça, je pense que vous pouvez prendre des notes, surtout si vous avez du jugement sur votre caractère introverti ou si vous avez l'impression que c'est plus difficile pour vous, je vais vous challenger à voir est-ce que c'est vraiment votre introversion ou est-ce que c'est d'autres traits de caractère que vous avez mis dans le même bateau que l'introversion. Voici les atouts entrepreneuriaux de l'introverti. Alors, comme on l'a dit, hein, l'introspection, c'est son mode, hein, le mode de l'introverti. L'introverti est un introspectif, donc quelqu'un qui réfléchit beaucoup à sa propre expérience, qui est capable de rentrer à l'intérieur, de ressentir profondément, d'analyser aussi son expérience. Et l'introspection, c'est en fait, selon moi, c'est probablement le portail le plus direct vers la créativité et l'innovation. Puis ça, je vous le dis de quelqu'un qui a réfléchi à ça longtemps, hein, autant quand je travaillais, quand je faisais mes études en littérature, en histoire de l'art, quand je réfléchissais à l'âme de l'artiste, à la caractéristique de l'artiste et, tu sais, même quand on réfléchit à la pensée philosophique, puis là, on peut dire que, par exemple, des sciences, à partir d'un certain point, c'est de la philosophie, mais cette introspection-là, qui est aussi liée à notre intelligence intuitive, c'est un portail vers la créativité parce que c'est c'est comme ça qu'on a une représentation réelle de ce que c'est d'être un humain. De ce que c'est de vivre X, Y émotion, de ce que c'est de vouloir résoudre tel problème, de ce que c'est d'être dans telle relation. Et cet atout-là, cet atout de l'introspection, permet aussi d'aller chercher une indépendance et une autonomie de pensée qui, si on est plus une personne extrovertie qui a besoin des autres pour se régénérer, pour la validation puis tout ça, et on prend pas le temps nécessairement de rentrer à l'intérieur pour voir, mais non, mais moi, dans ma solitude, moi, dans ma posture, si je fais abstraction de tout le reste, où est-ce que je me situe, comment est-ce que je me sens et qu'est-ce que je veux faire avec cette expérience-là, ben ça peut avoir un effet sur notre pensée indépendante et autonome. Donc, moins il y a de gens alentour qui nous influencent dans notre pensée, plus on est capable après ça d'aller toucher à cet espace créatif, intuitif qui permet l'innovation, qui permet de trouver des nouveaux problèmes et des nouvelles solutions. Fait que méga atout en entrepreneuriat, c'est cet outil d'introspection. Ensuite, en tant qu'introverti, introspectif et aussi quelqu'un qui se recharge plus dans la solitude, veut pas, on est plus du genre à observer avant d'intervenir. Parce qu'on veut pas être nécessairement le centre du party, le centre d'attention. On aime être plus dans l'observation. Hein? Ce qui fait que quand on est dans l'observation, on reçoit beaucoup d'informations, on est très apte à écouter. Et là, pas juste écouter, entendre, vraiment écouter, comprendre, analyser. Quand on écoute
à ce niveau-là, on est capable de développer davantage d'empathie. Puis là, ce que je vous dis, by the way, là, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est des choses qui ont été recherchées, puis qui tu sais, genre, je veux dire, j'ai lu plusieurs articles, plusieurs livres là-dessus, puis je sors pas ça de mon chapeau, là, tu sais, je veux dire, c'est littéralement des traits de caractère qui viennent avec ce type de personnes-là. Donc, l'écoute et l'empathie sont très développés chez les introvertis, ou du moins peuvent être très développés si on lui laisse assez de place, hein, genre pour se déployer, parce qu'on est dans ce mode plus observateur. Et l'écoute et l'empathie, puis là, si vous êtes mes clientes qui écoutez ça, vous le savez, hein, mais si vous suivez un peu le contenu que je fais, ce sont les caractéristiques fondamentales pour connecter avec l'audience, faire du bon storytelling, déployer des offres irrésistibles, c'est le cœur, c'est le fondement. Et c'est aussi une des caractéristiques, des caractéristiques principales du leadership. Parce que c'est de cette façon-là, c'est en sachant laisser la place à l'autre, hein, sans nécessairement se mettre au centre de l'activité, sans nécessairement se mettre au centre des intérêts, laisser la place à l'autre pour s'exprimer et ensuite recevoir cette information, la comprendre, la coder, l'analyser et ensuite en faire quelque chose de productif, de créatif. L'analyse de ces situations est plus facile à faire en laissant à l'extérieur notre ego. Et la raison pourquoi l'introverti est capable de faire ça, de laisser l'ego un peu plus en distance ou avoir une capacité analytique un peu plus grande, c'est qu'on passe beaucoup de temps en silence avec nous-mêmes. Et c'est dans ce silence-là souvent que, bon, premièrement, on entend hein, ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient de l'extérieur, et on est capable d'en faire des conclusions. Bon, c'est sûr qu'il y a le pendant négatif, hein, qui est genre la suranalyse, la surréflexion, qui sont des traits aussi de l'introverti, qui fait que parfois ça peut mener à la paralysie, et c'est ça qu'il faut travailler, c'est de voir comment est-ce qu'on peut cesser de recevoir de l'information puis commencer ensuite à en créer davantage. Mais cet esprit analytique-là, qui vient avec ce qu'on a dit un peu plus haut, avec l'indépendance, l'autonomie, l'introspection, l'écoute, l'empathie, ben ça fait que on est capable d'aller entrer en résonance beaucoup plus facilement et fluidement avec les problématiques ou avec les audiences qu'on essaye de servir. Puis finalement, une autre grande caractéristique, c'est que parce que l'introverti est capable d'être seul, on a une facilité à s'auto-motiver ou à avancer de cette façon-là sans avoir toujours des gens autour de nous pour nous motiver à y aller. Hein? On est capable d'aller... je dis pas que genre les extrovertis font pas du jogging, mais tu sais, dans le sens, moi je me rappelle, dans mon expérience, j'aimais aussi les sports individuels comme le tennis ou tu sais, la natation ou des choses comme ça, parce que justement, ça impliquait que, bon, j'étais en contrôle de mon territoire naturellement, mais aussi j'étais capable de le faire par moi-même jusqu'à un certain seuil. Et cette facilité à avancer seul, c'est non seulement un élément important du leadership et du self-leadership, hein, surtout quand on est solopreneur, quand on est travailleur autonome, mais quand on lance une entreprise aussi à ses débuts et qu'on n'a pas toujours besoin d'être entouré d'autres personnes pour continuer à avancer, continuer à travailler, continuer à créer et à innover. Donc, facilité à avancer seul, c'est hyper utile, c'est un super bel atout en entrepreneuriat, surtout quand on mélange ça avec l'autonomie puis l'indépendance. Fait que, ce qui est important à se rappeler, c'est que un entrepreneur, c'est pas un entertainer. Son but, c'est pas de divertir les masses.
Puis je pense que c'est là aussi que, en ce moment, on est dans une société où on valorise beaucoup l'entertainment, hein. Tu sais, on regarde les Reels sur Instagram ou on regarde TikTok, des choses comme ça. La plupart des gens qui font du marketing, à quelque part, on a besoin ou on est comme un peu forcé, malgré nous, à devenir ces espèces de figures qui sont là pour éduquer ou divertir. Et ça peut créer un brouillard dans cette idée que l'entrepreneuriat, ça devient du divertissement à consommer. Mais il faut se rappeler, encore une fois, les gens dont la job, dont le travail est de divertir, c'est leur travail d'être visible, d'être devant les autres, de faire rire, de faire venir l'attention à eux, d'être dans l'œil du public. Et pas tous les entrepreneurs ont ce rôle-là. Pas toutes les entreprises ont ce rôle-là. C'est sûr qu'éventuellement, il faut être capable d'être dans l'œil de notre audience, d'être dans l'œil de notre public. Mais ça veut pas dire que cette audience-là s'attend nécessairement à ce qu'on la divertisse ou qu'on fasse un gros party pour eux ou peu importe. Ça, c'est un autre type, c'est un autre type de personnalité et ça a rien à voir avec le succès d'une entreprise. C'est un type de personnalité qui crée des entreprises qui sont gérées de cette façon-là, qui fonctionnent de cette façon-là, qui vont parler aux gens de cette façon-là. Mais, puis là, je reprends encore une fois mon exemple, mais je connais plein d'entrepreneurs qui sont des introvertis et qui ne font pas leur brand, leur marque, ce n'est pas genre le méga... la fille cool, genre, que tu veux inviter à ton party nécessairement, mais ont énormément de succès parce que pour elles, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas la fille qui se fait inviter à toutes les parties ou la fille qui, comme, crée les parties les plus géniales, genre, sur le web. Fait que, tu sais, la job de l'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes, ce n'est pas de divertir, ce n'est pas, d'être populaire, c'est pas d'être flashy, c'est pas d'avoir tous les yeux rivés sur soi. Fait que, tu sais, il faut faire attention avec cette croyance-là, parce que c'est sûr que si on voit des gens qui sont très, très visibles, ben ils ont réussi leur job, mais en même temps, encore une fois, les résultats ou les métriques ou même le type de business qu'ils ont, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voudrait avoir pour nous-mêmes. Puis tu sais, encore une fois, moi, en tant qu'introvertie, des méga lancements ou des énormes audiences à gérer tout en même temps, c'est pas la chose vers laquelle je vais aller le plus facilement. J'aime être en intimité avec mes clients, j'aime leur parler individuellement, j'aime les connaître, j'aime rentrer plus en profondeur. Ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur que quelqu'un qui est extroverti puis qui vendrait à des masses. Ça fait juste de moi quelqu'un qui a une business différente, qui remplit des conditions différentes pour moi. Bon, c'est un beau pont vers la dernière chose que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, qui est des exemples de comment moi, personnellement, j'ai réussi massivement comme entrepreneur introverti. Hein, comment je viens atteindre les résultats que je me fixe, comment je vis une vie genre qui ne m'est pas oppressive aussi à travers mon entreprise, comment j'arrive à connecter avec mes clients et mes clientes, comment j'arrive à avoir une notoriété, un brand en étant une personne extrêmement introvertie. Puis je voulais vous les lister parce que je pense que ça peut être des lieux où vous pouvez aller commencer à regarder, coudonc, est-ce que si je pouvais juste instaurer ça dans mon entreprise, est-ce que ça pourrait avoir un effet bénéfique pour aller chercher mon super pouvoir d'introversion? OK. Fait que la première chose, puis ça fait quelques années là, que là, c'est vraiment, vraiment intégré dans mon entreprise, c'est cette idée de gérer ses cycles d'énergie. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs publications, dans plusieurs infolettres, mais de plus en plus, non seulement je gère mes cycles d'énergie par rapport à mon cycle menstruel, hein, tu sais, je sais qu'il y a des moments, j'ai fait certains lancements qui étaient calqués, dans le fond, ou de moins qui étaient en parallèle de mon cycle menstruel en termes de l'énergie que je devais mettre, mais aussi...
j'ai des énergies saisonnières, j'ai comme des cycles d'énergie saisonniers, j'ai des cycles d'énergie trimestriels, ou saisonniers, c'est un peu la même chose, et quotidien, et parfois aussi, c'est super important que j'intègre dans mes horaires des moyens de respecter cette énergie-là. Parce que quand je suis vidée, hein, quand j'en ai plus d'énergie, ben là, tu sais, c'est là que je vois que, bon, je donne du moins bon travail, je deviens plus impatiente, j'ai pas envie de créer des nouvelles choses, fait que, tu sais, ça devient problématique pour mon entreprise elle-même. Donc, c'est vraiment important que je m'assure d'avoir des mécanismes pour que mes cycles d'énergie soient respectés. Fait que, qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, je prends régulièrement du temps off. Puis quand je dis régulièrement, là, c'est comme, par exemple, tous les vendredis, moi, je finis à 1h. Donc, je travaille pas après 1h les vendredis. Je communique facilement ou, tu sais, je communique rapidement avec mon équipe quand j'ai besoin de me retirer. Quand je dis aujourd'hui, dérangez-moi pas, posez-moi pas de questions, on va se faire un meeting on va se faire un meeting lundi prochain, puis là, vous me poserez toutes les questions, mais je suis en train de travailler sur telle chose, j'ai besoin de pas être dérangée. J'ai besoin, genre, de déconnecter. Je prends aussi, bon, je reviens juste à prendre du temps off, tous les trimestres, tous les fins de trimestre, donc tous les 3 mois, je prends une semaine complète pour moi, une semaine de congé où le but, c'est de réfléchir, d'être introspectif, de planifier si j'ai besoin, de voir comment je me sens par rapport à certains projets, d'évaluer les actions qui ont été faites dans le passé, puis aussi de juste ralentir la cadence parce que souvent, ben, tu sais, parce que j'ai travaillé selon mes cycles d'énergie, ben, j'ai donné probablement un gros push, puis là, c'est le temps, genre, de récupérer. Fait que moi, tous les 3 mois, je prends cette semaine-là à la fin du trimestre où l'objectif, c'est vraiment, genre, de reconnecter avec moi-même et de recharger mes batteries. Puis, voilà. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, je peux rajouter, genre, des journées off, mais tu sais, comme là, par exemple, vendredi passé, soit hier, j'avais une to-do list, j'ai fait quelque chose dessus, mais, tu sais, après ça, je me disais, j'ai vraiment pas envie de travailler aujourd'hui, j'ai envie, genre, de, je sais pas moi, écouter de la musique, aller me promener ou des choses comme ça. Pour moi, les marches, c'est des moments géniaux pour reconnecter avec moi-même. Mais là, à ce moment-là, ben, c'est facile pour moi de pas me sentir coupable de prendre ce temps-là parce que j'ai assez d'espace pour ça aussi dans mon entreprise. Une autre chose que je fais puis que je vous suggère, celles qui écoutent et qui sont introverties, puis peut-être même si vous êtes extroverti, mais bon, peut-être que c'est un autre enjeu. Mais moi, toutes les semaines, je planifie ma semaine qui s'en vient, donc je regarde combien j'ai de meetings, puis je garde un œil quand même assez important sur mon agenda, un œil assez constant sur mon agenda. Et quand je vois qu'il y a trop de rencontres, puis ça, c'est très arbitraire, hein, c'est pour moi. C'est quand je sens que, par exemple, j'ai déjà 2 appels de coaching ou 3 dans une semaine, des appels de coaching qui, on s'entend, si c'est du one-on-one ou même si c'est en groupe, ça me demande beaucoup d'énergie et d'attention. Ben, je mets off sur ma semaine, je bloque complètement la semaine, personne ne peut prendre de rendez-vous dans cette semaine-là. Quand je vois que j'ai beaucoup de rencontres ou beaucoup de choses qui vont demander que je sois avec d'autres personnes et que je leur donne ma full attention, je sais que je vais être fatiguée après ces périodes-là. Fait que, tu sais, j'ai des buffers, j'ai des moments de pause après ces rencontres-là aussi pour m'assurer que je mets pas, par exemple, 2 appels de coaching, un après l'autre, parce que je serais pas capable d'être présente de la façon que j'aimerais pour la personne. Ben, j'ai besoin de récupérer. Fait que ça, c'est super important d'apprendre aussi combien de temps de récupération on a besoin quand on a des séances de socialisation ou des séances avec les autres qui viennent tirer beaucoup d'énergie. Puis ça peut être aussi simplement genre en termes de networking, hein, c'est pas nécessairement des séances avec des clients. Quand je vois que j'ai beaucoup de temps qui est investi dans des dans des appels, tu sais, comme par exemple, on m'invite sur un épisode de podcast ou moi j'appelle ça du networking. Vous irez voir mon épisode sur le networking de contenu si vous voyez pas nécessairement le lien. J'ai des épisodes de podcast où j'ai décidé d'aller à un événement de réseautage. Ben ça aussi, je dois prendre ça en considération parce que c'est des moments où
je vais être hautement énergisée, hein? Je vais être hautement présente et ça va demander que je prenne du temps par la suite. Je gère ou délègue mes interactions sociales. Et ça, depuis que je travaille avec Ben, salut Ben, c'est comme la joie de ma vie de ne plus avoir à répondre à tous mes courriels, spécifiquement les courriels qui sont plus du service à la clientèle, hein, on s'entend, là, bon, il y a telle affaire qui s'est passée, tu sais, parce que même si c'est pas des interactions en face à face, le fait de devoir me poser, réfléchir, savoir comment répondre, comme donner genre, mettre le bon ton, etc., ça m'épuise. Fait que gérer mes interactions sociales, ça veut aussi dire ça, être capable de déléguer des tâches qui impliquent cette partie-là de mon cerveau. Et aussi, une chose que j'ai fait récemment, que j'ai commencé récemment et qui m'enlève énormément de pression, c'est que j'ai arrêté de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Puis je sais que c'est pas nécessairement ce qu'on conseille, hein, puis surtout quand on débute, hein, puis on essaye de se faire un nom, puis on essaye de se faire une notoriété. Mais dans mon cas à moi, tu sais, ça impliquait souvent des messages en privé sur Instagram, des messages en privé sur LinkedIn, des réponses à mes commentaires, des gens qui me taguent dans leurs publications, des gens qui répondent à mon infolettre, des gens qui répondent à mes articles sur mon blog, des gens qui répondent à mon podcast. Et même si j'apprécie énormément de recevoir tout cet amour-là, puis si vous m'écrivez genre merci, genre vous m'énergisez, c'est important aussi de dire que j'ai commencé à arrêter de m'obliger à répondre à tout le monde parce que ça devenait des fois, tu sais, puis moi des fois je reçois un message puis ça me prend du temps parce que je suis pas justement dans un état à ce moment-là, je suis peut-être trop fatiguée ou je suis plus en mode absorption que de devoir répondre. Ben là, à ce moment-là, puis tu sais, tant qu'à répondre quelque chose de plate, j'étais comme, ben, you know what? J'ai le droit aussi, des fois, de juste recevoir, de juste lire, de juste être, tu sais, être vu sans avoir à répondre aussi. Donc, m'enlever cette obligation-là, ça a été peut-être en tout cas, ça a demandé un changement de mindset important aussi, hein, parce que j'ai l'impression que on est socialisé à se dire, ben là, tu sais, si quelqu'un me donne de l'attention, il faut que je lui donne de l'attention dans la même proportion. Et ce que ça fait, ben, c'est que des fois, on va s'épuiser aussi de cette façon-là. Puis, si vous repensez à mon point 1, gérer les cycles d'énergie, c'est important aussi qu'on mette certaines limites. Puis, ça veut pas dire non plus que c'est parce qu'on n'aime pas les gens. Ça veut juste dire que si je me sens pas dans l'énergie de répondre à cette personne d'une façon complète et totale, ben soit je vais prendre du temps pour répondre, ou à certains, tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben, you know what, ça fait trop longtemps que je lui ai pas répondu, on va juste laisser faire, tu sais, si elle a besoin de moi, elle va me recontacter, mais tu sais, moi-même, les courriels, parfois, ou répondre des messages en privé, ben ça me demande cette énergie-là chez mon côté introverti que je dois manager. Bon, c'est sûr que je vais aussi juste aux rencontres en présentiel si je suis vraiment, vraiment, vraiment motivée. Puis ça, tu sais, je trouve ça... Je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme « Mais le présentiel, c'est pas pareil, tu sais. » Mais... Puis là, j'ai reçu une invitation à un podcast. C'est le deuxième podcast en un mois sur lequel je suis invitée, puis ils préféraient que ce soit en présentiel. Mais on s'entend, c'est comme 45 minutes de voiture pour aller, genre, tu sais... Fait que moi, je préfère toujours minimiser aussi l'énergie dans ces rencontres-là et les limiter à ce que j'ai vraiment... les rencontres dont j'ai vraiment envie d'aller. Fait que, tu sais, c'est pas, encore une fois, parce que j'aime pas les gens, c'est juste une question de gérer mon énergie. Oui, l'autre chose que j'avais noté ici, c'est que j'ai même un message d'absence qui, tu sais, par rapport à ne pas répondre à tout le monde là, ou prendre le temps de répondre, j'ai un message sur mon message d'absence, ça dit que je vais prendre un certain temps avant de répondre pour que les gens s'attendent pas à ce que j'envoie une réponse immédiate. Puis ça, c'est super important aussi de gérer ça dans son entourage. C'est comme si quelqu'un s'attend, genre,
à une réponse immédiate d'un introverti, on est constamment en train, genre, de lui sucer de l'énergie qu'il y a peut-être pas à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, c'est important pour moi que tout le monde comprenne dans mon entourage que je suis pas toujours en mesure de répondre à un message, à une question ou à une requête. Aussi, j'ai une business, dans le fond, j'ai créé une business ou des processus d'affaires qui supportent mon introversion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je fais pas de café virtuel ou j'en fais très peu. Hein? C'est très, très rare. Là, je reçois souvent des invitations, mais c'est très rare que je vais accepter un café virtuel avec quelqu'un que je connais pas, juste pour parler de nos expertises respectives. Hein? Puis là, j'ai mis ça entre guillemets parce que c'est tout le temps la phrase que je reçois. Puis là, je pense que j'ai un article là-dessus, là, sur les cafés virtuels, puis pourquoi c'est... Il y a une stratégie à adopter si tu vas aller demander à un entrepreneur un café virtuel, surtout si c'est une personne qui est occupée, qui a beaucoup de visibilité ou de notoriété, puis que, tu sais, comme par exemple, moi, j'écris sur LinkedIn 3 fois semaine, j'ai une infolette qui est 1 fois semaine minimum, parfois plus, je suis sur Instagram, je suis présente dans des masterclass, etc., etc. Fait que c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'espace pour moi pour créer des cafés virtuels avec des gens random. T'sais, je préfère aller dans un événement où je peux rencontrer 20 personnes que je connais pas, avoir une petite conversation avec eux, plutôt que de mettre genre un 20-30 minutes dans mon agenda avec n'importe qui a trouvé mon profil LinkedIn. Fait que, tu sais, c'est pas, encore une fois, je le répète, tu sais, on n'est pas bête, on n'est pas méchant, on protège notre énergie parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. L'autre chose que je fais pas, des appels exploratoires. J'ai arrêté de faire des appels exploratoires dans ma business parce que c'était très drainant. Tu sais, il y a des gens qui ont des closers, moi j'en avais pas, c'est moi qui fais toujours ça. Mais dès que j'ai des appels exploratoires, moi, je le considère comme si j'avais eu une séance de coaching, comme si j'avais fait une séance de coaching. Je dois avoir le même degré d'écoute avec cette personne-là, le même degré d'empathie, le même degré de présence et qui est extrêmement profond, hein? C'est mon atout principal à chaque appel exploratoire. Puis même chose avec des cafés virtuels. Fait qu'il faut que je garde ça pour les tâches ou pour les clients ou pour les personnes avec qui c'est le plus lucratif, veux pas. Hein? Je suis une entrepreneuse. J'ai un marketing organique qui n'implique pas de faire des cold calls, qui demande pas que j'aille cogner à la porte de qui que ce soit. Tu sais, je fais pas genre des appels annuels à tous mes clients, tu sais. Puis il y a des modèles d'affaires qui sont faits comme ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a des modèles d'affaires qui sont plus adaptés à des introvertis, puis des modèles d'affaires qui sont plus adaptés à des extrovertis. Mais tu sais, moi, je pense que c'est important de savoir que quand on crée notre business, bien, on peut créer des processus aussi qui supportent la façon dont on est. C'est pas parce que quelqu'un fait les choses d'une façon qu'il faut absolument le faire de même. Au-delà de la stratégie, bien, il y a notre personnalité aussi qui fait qu'il faut que ce soit en cohérence avec tout ça. Fait que, juste peut-être aussi noter que, bon, en étant une personne très introspective, je m'entoure aussi de coachs qui me permettent de parfois sortir de cette propension à la suranalyse. Et ça, ben, plus j'avance, plus c'est facile pour moi de voir quand je rentre dans cette dans ce pli-là, hein, quand je prends ce pli. Mais je pense que, encore une fois, une des choses à faire attention, c'est que on se perde pas dans la suranalyse au lieu de prendre action, parce que on est déjà introspectif, et qu'on est déjà des gens qui réfléchissent beaucoup, beaucoup à toutes les décisions qu'elles prennent, toutes les choses comme ça, mais à un moment donné, il faut dire stop, puis il faut dire « j'ai assez d'informations, je peux aller de l'avant ». Hein, j'ai plus besoin, genre, de me poser 5000 questions. Là, il faut juste que je connecte avec mon intuition, que je me fasse confiance, puis que j'aille de l'avant. Parce que ça, c'est quelque chose que, bon, aller de l'avant, être bold, vraiment, genre, assumer son leadership, assumer ses décisions, assumer la direction dans laquelle on va, c'est des choses qu'on doit travailler un peu comme introverti pour être comme beaucoup plus confiant dans ce chemin-là qu'on est en train de défricher pour soi-même. Et la dernière chose que j'ai notée ici de comment je réussis massivement comme entrepreneuse introvertie, c'est que je ne fais pas un big deal de mon introversion.
Puis ça a l'air con, là, mais je veux dire, à un moment donné, tu sais, quand t'es introspectif sur le fait d'être introspectif, puis qu'après ça, il y a du jugement d'associer à ça, ben c'est sûr qu'on paralyse, c'est sûr qu'on devient super conscient de soi, c'est sûr que là, genre, on se demande, mais là, tu sais, il y a peut-être quelqu'un que je devrais qui réussit mieux que moi pour x, y raison, mais là, il faut juste arrêter avec ces questionnements-là, arrêter de se dire qu'on est différent et donc que c'est comme un problème, et comprendre que l'entrepreneuriat est un grand terrain malléable qui est capable de prendre la forme qu'on veut selon nos personnalités, selon nos désirs, selon nos ambitions, selon le quotidien qu'on veut vivre, selon l'argent qu'on veut générer. T'sais. On a l'abondance de choix, on a l'abondance de possibilités, puis quand on pense qu'on est limité parce qu'on est un introspectif, un introverti, ben on rentre encore une fois dans cette dynamique du manque de « Ah, si seulement j'étais un peu plus X, Y, Z ». Ce qui est complètement faux et qui est contre-productif à notre succès overall parce qu'on a toutes les cartes en main pour avoir des business qui prospèrent, pour être heureux, pour avoir des relations qu'on sent qui sont réelles, pour avoir des bons clients qui nous aiment, pour se sentir bien overall. Puis c'était le message avec lequel je voulais vous laisser sur ce long épisode. Je sais pas combien de temps ça a duré. Ce long épisode sur l'introspection, sur l'introversion. Parce que je pense que, encore une fois, on pourrait juste mettre la hache dans cette conversation-là et juste aller de l'avant avec ce qui marche le mieux pour nous. C'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être challengé dans vos réflexions aussi, dans votre perception de l'introversion. Si c'est le cas, comme d'habitude, écrivez-moi un petit mot. Je vais peut-être répondre ou non. Non, mais je les lis tous. Ça, c'est vraiment important à savoir. Je lis tous vos messages et ils me font toujours plaisir. Et même si des fois, je vous réponds pas, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est vraiment parce que j'avais rien d'intelligent à vous répondre, puis j'étais juste dans la gratitude totale. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup d'acceptation. Hein? Beaucoup d'acceptation de vous-même, parce que ça commence vraiment de là. Hein? Faut arrêter de trouver des problèmes qu'on essaye de fixer dans l'espoir d'un jour être assez parfaite pour avoir ce qu'on désire. Hein? Ce qu'on désire est à portée là maintenant. Faut juste prendre action. À bientôt tout le monde! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.